Olivier Mas, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur de Walk-in. On va en parler évidemment de cet ouvrage. C'est un vrai roman. Alors on peut pas dire que ce soit vraiment un roman noir historique. C'est plutôt un roman d'espionnage. Vous êtes vous-même. Vous avez été vous-même un espion. Vous avez travaillé pour la DGE, c'est ça ? La DGSE, DGSE. La Direction Générale des Services Extérieurs. Et donc mon dernier poste à l'étranger, c'était justement à Beyrouth, dans ces années-là, 2015-2016. Donc c'est de l'histoire récente, mais c'est presque déjà un petit peu de l'histoire. Et voilà, je raconte cette expérience-là. C'est une fiction, mais évidemment très réaliste, parce que j'étais derrière... C'est pas votre premier livre, hein ? Non, c'est mon quatrième et c'est mon premier roman. Oui, c'est ça. Et les autres livres, c'était pour parler justement de votre métier ? Oui, c'est ça. J'ai un livre témoignage où je raconte mes premières années à la DGSE, la formation, l'analyse, la sélection des personnes. C'est important pour vous, parce que je crois que savoir, vous aussi, vous avez une chaîne YouTube. Oui, absolument. Ouais. Talks of the Spy. Vous voyez, j'utilise beaucoup d'anglicismes, mais parce que le renseignement extérieur, c'est aussi un lieu de coopération internationale, d'échange. Et la langue des échanges, c'est au XXIe siècle, c'est l'anglais plus que le français. On n'est plus au XIXe où c'était la langue de la diplomatie. Et pourquoi avoir ce besoin d'expliquer cet univers-là, ce monde-là ? Parce que je trouvais qu'il y avait une place pour des anciens espions de raconter avec leurs propres mots leur expérience passée, même s'ils sont toujours, et je suis toujours tenu au secret de mes anciennes fonctions, mais ça m'agaçait peut-être, enfin ça m'agaçait pas forcément, mais que cette parole soit prise par des universitaires très compétents ou des journalistes, etc., mais des gens qui connaissent pas de l'intérieur. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait un espace à combler et c'est ce qui m'a guidé. Ouais. Il y a une évolution dans l'écriture de l'espionnage, du livre d'espionnage. On est passé de OSS 117 à aujourd'hui au Bureau des légendes quand même. Comment vous expliquez qu'on ait changé de regard sur ce milieu-là ? Bon, ça s'est fait au travers des différents artistes ou réalisateurs qui ont une image particulière, plus réaliste. Il y a aussi peut-être une volonté du service aussi de s'ouvrir à la communication. Le service a beaucoup plus communiqué et donc c'est beaucoup plus ouvert, de manière à ce que lorsqu'on a des candidats qui arrivent, ils ne soient pas décalés parce qu'ils ont une mauvaise idée de l'endroit dans lequel ils arrivent, quoi. Donc je pense que ça explique ça. Il y a tous les grands services occidentaux ont fait un effort de communication vers l'extérieur. En France, le Bureau des légendes a marqué quand même, je trouve, une vraie rupture. Oui, absolument. À la DGSE, on a parlé de promotion BDL. C'est-à-dire que des candidats qui sont pointés au service en disant « j'ai envie de devenir espion ». Et j'ai vu la série et c'est ça qui m'a motivé. Ouais. Et ça ne fait pas des mauvais espions parce que, comme la série est réaliste, ils arrivent avec les bonnes intentions et les bonnes idées. Et vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi à un moment donné la fiction ? Pourquoi la fiction ? Alors ça c'est une facilité. Si jamais j'avais voulu raconter ma vie, mon œuvre, chef de poste DGSE à Beyrouth, la DGSE aurait dit non. C'est une petite explication, mais c'est pas du tout la principale. J'ai toujours aimé raconter des histoires. Même quand j'étais jeune, petit, je faisais des BD, je racontais des histoires. Je racontais des histoires à mes copains, à mon frère. Voilà. Donc il était écrit qu'à un moment je devienne auteur de romans et d'espionnage, bien sûr. Et notamment celui-là, Walk-in. Alors, c'est quoi un walk-in ? Ouais. Donc c'est le choix d'avoir pris ce mot pour titre du livre. C'est un anglicisme, mais c'est un anglicisme qu'on utilise très fréquemment en espionnage dans les services, y compris français, que ce soit service intérieur ou extérieur, un DGSI ou DGSE. Et donc c'est un volontaire qui fait un pas en avant, walk-in. Ouais. Et ça paraît évident après quand on le sait. Ouais, voilà, une fois qu'on le sait, c'est parlant. Mais quand on le découvre, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et c'est vraiment une partie très importante d'un service de renseignement parce que les walk-in, on en a plein, tout le temps. Et on ne veut pas leur fermer la porte parce qu'à 95% ce sont des rigolos, des manipulateurs, des gens qui veulent gagner de l'argent, des fous qui veulent faire les malins. Et donc on perd beaucoup de temps avec eux. Donc le but c'est d'en perdre le moins possible, de les repérer très vite. Mais parfois les meilleures sources des services, très souvent, sont des volontaires et des walk-in. Oui, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre roman. Alors votre roman il met en scène Alexandre. Alexandre au début...
c'est un peu, au début même jusqu'à la fin, c'est un peu difficile parce qu'il arrive dans un univers qu'il connaît pas vraiment et on soupçonne qu'il ait été un peu pistonné. Et donc on lui fait un peu la vie dure quand même, et c'est pas forcément facile pour quand on arrive dans un univers comme celui. Alors ça se passe à Beyrouth, ça se passe en Syrie, vraiment c'est le Liban et la Syrie. Bon voilà, on est vraiment dans cet univers-là. C'est pas facile pour lui. Non, voilà, c'est pas facile. Le poste de Beyrouth, c'est un poste très important pour la DGSE en période de crise de la Syrie, donc il y a un besoin de résultat qui est fort. Lui, c'est son premier poste, sa première expérience. Je lui ai affublé d'un chef de poste qui est pas très sympa. Non, il est pas très sympa. Puis il voulait quelqu'un d'autre que lui. Donc voilà. Sa collègue de bureau, Solange, est assez pète sec aussi. Et voilà. Donc et puis ça marche pas beaucoup. Il n'arrive pas à recruter les sources syriennes. Donc c'est un officier traitant sous pression. Ouais. Alors on découvre un Liban. C'est un vrai nid d'espions en fait, le Liban. Oui, comme toujours. C'est le pauvre Liban. Il est à la croisée des chemins entre l'Occident, l'Orient, avec des voisins très encombrants, la Syrie et Israël. Et donc, puis il y a peu de contrôle, même si les services libanais sont de bons services de renseignement, mais il y a une permissivité, donc on peut faire de l'espionnage, et il y a beaucoup de services de renseignement qui bossent et qui font du renseignement à Beyrouth. Ouais. Alors lui, il va être approché par quelqu'un qui est important, un Syrien qui est important et qui a une position très importante. Et donc forcément, là, on va découvrir tout le process lorsqu'un walk-in fait la première démarche. Voilà, absolument. Il y a toute une procédure qui est faite et qui est appliquée dans les postes, parce que c'est important de ne pas se griller, c'est-à-dire de lui mettre... il y a un volontaire qui se pointe une première fois et on va pas le faire rencontrer quelqu'un de la DGSE parce qu'il va voir qui on est, quoi. Donc du coup, on utilise les gendarmes de l'ambassade ou les policiers suivant le type d'ambassade où on est pour pouvoir faire une première rencontre et récupérer des numéros de téléphone, des informations sur lesquelles on va pouvoir travailler et déjà faire un premier tri en disant bon, rigolo ou mérite d'être revu. Ouais. Voilà. Et on voit même que... alors je ne sais pas si c'est vrai, c'est peut-être vous qui l'avez inventé, mais c'est qu'il y a un entraînement à la torture. Oui, alors non, c'est vrai. Alors c'est un entraînement à la torture. Moi, j'en ai fait plusieurs des entraînements à la torture dans stage commando, parce que j'ai été membre des forces spéciales aussi. Donc là, donc j'en ai fait, et mon personnage donc en a fait aussi. C'est pas forcément très efficace parce qu'une fois qu'on parle d'un exercice, même s'il est très réaliste et qu'on souffre dans un exercice de torture, quand ça passe à une vraie torture, on ne sait pas quelles sont les limites. Quand on commence à couper des doigts, on va vite parler peut-être. Ouais. On découvre toute une géopolitique, il faut nous en parler. C'est quoi le décor géopolitique de votre roman? On a vu avec plusieurs auteurs ici présents au Festival Cadavre Exquis qui se sont intéressés au Liban, à la Syrie et puis aussi à la drogue qui circule, notamment le Captagon. Décrivez-nous un petit peu le décor géopolitique de votre roman d'espionnage. Mon roman, il se passe en 2015-2016. Voilà. Ouais. Donc la guerre civile a déjà commencé en 2012. En plus derrière, il y a l'État islamique. Donc c'est vraiment, à cette époque-là, pour la DGSE, la priorité numéro 1, le suivi de la situation en Syrie, avec donc le suivi évidemment des djihadistes français qui sont venus en très grand nombre grossir les rangs de l'État islamique. Donc ça, c'est peut-être la priorité principale. Et ensuite, le suivi du régime de Bachar al-Assad. La DGSE était très anti-Syrie et régime de Bachar. En tout cas, pas du tout anti-Syrie, mais anti-régime de Bachar, parce qu'on voyait toutes les horreurs qu'avait produit ce régime. Alors, les tortures, on les connaissait, mais on les couvrait pas forcément. Il y a eu un photographe, César, qui était bien connu et qui a documenté très précisément les tortures de l'organisme de répression syrien. Mais nous, on suivait surtout en renseignement les opérations de contre-prolifération nucléaire, parce que le régime syrien utilisait de l'armement chimique interdit, et le service, la DGSE, est très bon dans le suivi de ces attaques chimiques et nucléaires. Et donc on a beaucoup travaillé là-dessus, récupérer des obus non explosés pour les analyser, pour dire voilà, ça c'est vraiment du chimique, tel type d'armement chimique utilisé par la population.
Et on a tout fait pour faire tomber le régime, et puis on a abandonné en se disant c'est bon, en fait il va tenir, parce qu'il y a des parrains qui l'ont maintenu à bout de bras, l'Iran et surtout la Russie. La Russie, Et ensuite, bonne surprise divine. Enfin bon, après on va voir ce que ça va donner, mais voilà, le régime finalement a fini par tomber. Et en quelques semaines. En quelques semaines, ouais. Il y a une tension qui existe dans votre livre, c'est évidemment les échanges entre ce Syrien et puis votre espion, donc Alexandre. Pour Alexandre, le but c'est que le Syrien lâche des informations importantes qui puissent intéresser la France, que ça se fasse en confiance. Et donc on est toujours dans un rapport un peu psychologique comme ça, un rapport de force psychologique. C'est vraiment, on lâche pas, puisque c'est vraiment, je trouve, le cœur pour le coup de l'ouvrage. Oui, c'est ça. Moi, ce que j'ai trouvé, qui m'intéresse beaucoup dans l'espionnage et dans la dramaturgie, c'est les premiers romans de John le Carré. C'est l'espion qui venait du froid. J'aime bien ces luttes psychologiques, et je trouve ça très, entre l'officier traitant et sa source, c'est très important, intéressant, parce que l'officier traitant, il y a tout le service derrière lui, il y a toute la machinerie derrière lui qui lui permet de décortiquer, de faire des écoutes, etc. Mais en face de lui se trouve une source qui donne ce qu'elle veut bien donner, qui manipule aussi. Donc c'est deux êtres qui se retrouvent dans un local de contact, une unité de temps, une unité de lieu, et qui sont des cachotteries. Alors ils se retrouvent de temps en temps, ils se retrouvent grâce au Airbnb dans des... dans ces petites techniques comme ça, pour pas qu'on puisse remonter sur celui qui a loué la chambre. Voilà. Et il y a des descriptions assez précises de Beyrouth, de quelques rues de Beyrouth. On voit que vous connaissez bien la ville. Oui, alors le Liban, c'est vraiment un pays qui m'est cher à mon cœur. J'y ai habité enfant pendant la guerre civile, de 9 ans à 12 ans. Je suis revenu casque bleu au sud Liban. Je suis revenu pour une mission de 4 mois, et ensuite j'étais chef de poste 3 ans. Voilà. Donc j'ai vraiment ce pays au cœur. Et donc, oui, même mes amis libanais lisent en disant ça, on s'y retrouve, on est comme à la maison. Petite précision, c'est le walking. Finalement, on parle souvent de la guerre froide, mais il était extrêmement important. Une grande partie des espions et des sources étaient eux-mêmes des walking, c'est ça, pendant la guerre froide. Absolument, la guerre froide. Par exemple, il y a Oleg Gordievsky qui a été une excellente source à l'époque, qui a travaillé pour les Britanniques, MI6, MI5. Et qui, lui, il a terminé sa carrière comme étant chef de la résidence à Londres. Et donc, il travaillait depuis 20 ans pour les Britanniques. Donc, ça a été de l'or extraordinaire. Il a souvent tapé à la porte des services en disant « je veux donner du renseignement » et on ne le croyait pas. On dit « c'est une manipulation des soviétiques ». C'est compliqué, la vie d'un walk-in. Et ce sera mes dernières questions. Le renseignement entre un État, par exemple, un État syrien et le régime de Bachar el-Assad et l'État français, comment ça se passe? Comment on vérifie qu'une source n'a pas une arrière-pensée? L'arrière-pensée, c'est difficile, mais en tout cas, on essaye chaque fois le renseignement, qu'on puisse le recouper. Alors, on le recoupe avec d'autres sources humaines qu'on a déjà contrôlées, et puis on va beaucoup en technique. Donc, c'est pour ça qu'on aime beaucoup en espionnage, en renseignement, les numéros de téléphone. Parce que les numéros de téléphone, on les fait parler. Donc, si on me donne le numéro de téléphone d'un colonel des services de renseignement, on le met sous écoute, il faut que ça parle renseignement. Il faut que quand on le localise, ça soit dans une caserne des renseignements syriens. Voilà. Et là, on arrive à contrôler. D'accord. Je pense à ça parce que avec les terroristes du Bataclan, certains ont dit que le régime syrien avait plus ou moins prévenu la France et que la France n'avait pas tenu compte des renseignements et de ces informations-là. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais est-ce que c'est possible? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se dire... Non. Mais les Syriens, c'est toujours des margouillas, qui jouent de la provoque, etc. Nous, on avait fermé notre ambassade à Damas, donc on a fermé complètement nos échanges avec les services de renseignement syriens, qu'on jugeait pas utiles. Et il y a pas mal de pays qui ont dit, nous, on continue à parler aux Syriens parce que en contre-terrorisme, ils vont nous donner des infos. Les Australiens ont fait ce pari-là, par exemple. Et ils ont été déçus. Ils ont dit non, il n'y a rien, parce qu'en fait, c'était un régime qui était quand même aux abois et qui ne faisait rien contre le contre-terrorisme, et il faisait tout pour sa propre survie. Donc, il torturait sa population, mais l'État islamique, il l'a laissé prospérer. Et ils n'avaient pas de renseignements à nous donner. D'accord. Parce qu'ils ne travaillaient pas dessus. Très bien, c'était bien de le préciser.